Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui passe des heures en cuisine pour régaler sa petite famille. Bonjour Daniel. Bonjour Philibert, oui c'est vrai que j'adore cuisiner. Alors Daniel, notre invité du jour va t'intéresser particulièrement car son entreprise et plus précisément son produit phare a révolutionné la manière de cuisiner à la maison. Et d'un point de vue business, c'est aussi un sujet original car ils ont remis au goût du jour le marketing de réseau sur le modèle de Tupperware. La marque fait un carton alors que le produit n'est disponible que dans un seul canal de distribution, la vente à domicile. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre-Yves Buisson, le directeur général de Vorwerk France, le fabricant du fameux Thermomix. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Bonjour Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, avant de nous parler du Thermomix, du fameux Thermomix et de son business hors du commun, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Voilà, alors je m'appelle Pierre-Yves Buisson, je suis le directeur général de Vorwerk en France. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Vous dire simplement que... Ton parcours rapidement. Voilà, ouais. je suis tombé dans la bouffe récemment. Ah bah voilà, j'anticipe la question, pourquoi la bouffe ? Il est fort. Et qu'est-ce que... Avant la bouffe. J'étais en fait dans les biens de conso, donc chez L'Oréal, dans l'automobile pendant un petit moment, et avant d'arriver chez Vorwerk. D'accord, Et comment tu es arrivé dans la bouffe alors ? Parce que tu as rejoint Thermomix il y a moins de 10 ans, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors l'origine en fait de ce recrutement, c'était une rencontre. J'ai rencontré en fait le dirigeant de Vorwerk. D'accord. Et je dois dire que ça a été un flash, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très charismatique, un grand monsieur en fait de la vente en général. Ouais. Je m'imaginais pas en fait travailler dans cet univers, et je dois dire que cette rencontre, elle m'a vraiment inspiré. Il s'appelle comment lui ? Jörg Korfer. Jörg Korfer, c'est un Allemand. Un Allemand. Donc c'est le dirigeant monde de Vorwerk. Exactement. C'est le fondateur ou ? Alors non, c'est pas le fondateur, c'était le CEO. D'accord. On va parler, on va s'intéresser aujourd'hui à l'activité Thermomix au sein du groupe Vorwerk, mais peut-être ça sera intéressant pour les auditeurs qu'on explique les différentes activités du groupe, comment c'est organisé, etc. Bien sûr. Alors vous allez trouver en fait plusieurs divisions à l'intérieur du groupe. Les plus connues, effectivement, Thermomix et Cobalt. Qui est l'aspirateur. Exactement, un aspirateur laveur sans fil, multifonction. Vous aimez les multifonctions. Exactement, exactement, qui a été lancé le 14 septembre, là, qui marche très bien. C'est une petite aparté, mais voilà. Et puis ça représente à peu près 75% du volume d'affaires en fait du groupe. Et puis à côté de ça, vous allez trouver une marque de cosmétiques Jafra qui est très connue en fait aux États-Unis et en Amérique du Sud, qui s'est développée en fait, qu'on a racheté début 2000 et qui marche très très bien. Et puis vous avez des activités, vous avez une banque par exemple qui s'appelle AKF. On finance tout un tas de choses parce que le groupe a beaucoup de cash. Et puis vous avez des activités par exemple de nettoyage industriel sous la marque Ectas. Ah, quand même, ça c'est varié comme groupe en fait finalement. C'est assez varié. Et en fait, le groupe trouve son origine, ça vous paraît bizarre, mais dans la moquette. D'accord. C'était le premier métier en fait de Vorwerk en 1883. Et dans quel pays ? En Allemagne, c'est ça ? En Allemagne, ouais. En fait, ils sont pratiquement les premiers à créer la moquette en Europe. D'accord. Et ça se développe très très bien, et ça donnera lieu en 1929 à la création de Cobalt avec les aspirateurs, justement parce qu'il fallait entretenir nettoyer les moquettes. Exactement. Et justement, comment on arrive au robot en cuisine en fait ? Comment on passe de la moquette au robot ? Alors la première chose peut-être, c'est un truc assez extraordinaire qui se passe aussi dans les années 30 en Allemagne, bien sûr en dehors de l'ascension malheureusement exactement mais oui, simplement à l'époque le petit-fils en fait du fondateur du groupe décide d'aller faire un petit tour aux États-Unis. Et aux États-Unis il découvre Tupperware et il découvre la vente directe. Et donc à ce moment-là en fait le groupe bascule justement dans une distribution directe. Ils vendaient quoi ? Toujours des moquettes ? Alors toujours moquettes. Des moquettes en vente directe. Voilà, moquettes et aspirateurs. D'accord. Et puis début des années 60, donc 1961, en fait, se crée le Thermomix. Alors à l'époque, c'est pas le Thermomix qu'on connaît bien sûr aujourd'hui. Il permet simplement de mixer, de faire des jus de fruits, de faire des soupes. Mais il ne chauffe pas encore. Ah d'accord. À l'époque, les robots de cuisine, ça existait déjà, ou c'est le premier robot de cuisine ? Alors non, il y avait d'autres concurrents. Oui, il y avait notamment Magimix. C'est Magimix, le créateur du premier robot de cuisine. Tout à fait. Et puis après, bien sûr, d'autres développements. Et les marchés des robots en cuisine, c'est un marché qui a émergé d'abord aux États-Unis, ou en Europe aussi, il y avait cette culture de... Alors bizarrement, c'est plutôt en Europe. En Europe, ouais. Plus. Ensuite, aux États-Unis viennent d'autres produits.
mais qui sont moins complexes, moins technologiques en fait que ceux qu'on a en Europe. Et puis je vous disais donc l'évolution suivante c'est 1971. Alors là il y a un truc assez extraordinaire qui se produit, c'est que le directeur des ventes France est un Suisse. Il adore le Thermomix, mais il trouve qu'il y a une fonction qui lui manque, c'est le chauffage. Bien sûr. La cuisson. Exactement. Ouais. Et techniquement, c'est assez compliqué parce qu'il faut une résistance à l'intérieur d'un produit qui mixe en même temps, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Ouais. Et pour pas exploser la machine. Voilà. Et donc, il a cette idée en 1968. Il faudra 3 ans, en fait, avant que le produit émerge. Et dès 1971, en fait, il rencontre un succès fou. Auprès des utilisateurs. Ma maman a acheté à l'époque ce qui s'appelle un VM 2000. Je sais pas si ça vous parle, c'est un produit qui est orange. Orange. Ouais, qui est surmonté d'un bol. Ouais, c'est... Et voilà, et ma mère... Ça me dit quelque chose, ouais. Ah, ça me dit quelque chose. Bah, et ça, moi, c'est un Thermomix. C'est un Thermomix, d'accord. Ouais, c'est en fait, le nom est inventé à ce moment-là. D'accord. Et c'est le premier Thermomix qui voit le jour. Donc, qui cuit et qui, en même temps, a toutes ses fonctions, mélange, coupe, Voilà, il pèse pas encore. Ça viendra plus tard. Ouais. Mais tout le reste, effectivement, est déjà là. Mais ça révolutionne le marché des robots, non? Parce que... Alors là, complètement, oui, effectivement, il y a une bascule qui se fait. Personne d'autre le fait à ce moment-là. D'accord. Personne d'autre le fait. Et ce qui est vrai, c'est que on va rester assez seul assez longtemps, en fait. Ouais. À faire du robot qui cuit en même temps, en fait. Exactement. Pendant combien de temps, en fait, le concurrent qui commence à faire ça date de... Si je voulais être un peu taquin, je vous dirais, c'est le début des années 2010 où réellement il se passe des choses sur le marché. Et c'est ça fait quand même quelques années. Hein. Oui, c'est grâce à cette espèce des monopoles entre guillemets des Thermomix qui a fait la renommée de la marque en fait. Exactement. Toutes ces années en fait, à se développer un petit peu seule sur ce segment de marché. Ben magnifique. Qui est un très beau segment, on en parlera plus tard. Hein, c'est si on parle du Thermomix aujourd'hui, donc tu en as commencé à en parler, il a quel type de fonction, enfin combien de fonctions, sans faire un téléshopping, on va pas en parler pendant une demi-heure, ce que je disais avant l'enregistrement, mais c'est quand même intéressant qu'on parle du produit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait alors? Dans les principales fonctions, vous avez trouvé le fait de pétrir, notamment pour faire du pain, etc. Les boulangers vous diront que c'est un bon pétrin, hein. Vraiment il fait très bien son travail. Et puis bien sûr vous avez trouvé les fonctions pour mixer, des fonctions pour cuire, pour chauffer, et puis toute la fonction autour de la pesée. Et puis très récemment, puisque ça arrive en fait avec le TM5, donc c'est-à-dire maintenant il y a un peu plus de 6 ans, toute l'électronique embarquée qui vous permet en fait de vous connecter. Ça c'est génial. Et puis d'accéder à un univers de recettes. Ouais. Ça change tout aussi. C'est une nouvelle dimension pour les produits, quoi. Exactement. Et ça permet, en fait, j'allais dire à n'importe quel client, n'importe quel consommateur d'être inspiré, d'arrêter de se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir, quoi. Ah, Philibert, je pense à toi, là. C'est une question que je me pose assez souvent. Et en plus, là, je suis aidé concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon Thermomix chez moi. J'ai donc, c'est les nouvelles générations, comme tu disais, avec un écran, de la vidéo et accès à une base de données. Mais ça veut dire quoi? Il y a une plateforme développée par Thermomix qui propose ses propres recettes et qui sont adaptées à l'outil et qui en gros accompagne l'utilisateur pour qu'il réalise les recettes, c'est ça? C'est exactement ça. Philibert, je vois que t'as jamais utilisé. J'ai bien compris comment ça marchait. J'ai un peu préparé le truc, mais voilà, je voulais comprendre. Donc en fait, on a un écran tactile effectivement qui permet d'accéder à un univers de recettes. Vous pouvez faire des choix en fonction de vos goûts, bien entendu, mais aussi de ce que vous avez par exemple dans le frigo. Et puis aller chercher effectivement ce qui vous conviendrait pour 2, 3, 4, pourquoi pas 10 personnes. Donc je peux par exemple indiquer les ingrédients qui sont disponibles dans mon frigo. Il me propose dans la base des données 5 recettes que je peux faire à partir de ces produits-là. Exactement. Et ensuite, il faut juste suivre les étapes et se laisser guider en fait. Et se laisser guider, c'est génial. C'est un vrai robot quoi. Là, ça devient vraiment un vrai robot, beaucoup plus qu'il était il y a 40 ans quoi. Exactement, parce que là effectivement, les fonctionnalités ont été développées de manière à faire que vous n'ayez plus à vous soucier de rien et surtout à avoir un résultat qui soit toujours identique quoi. Et juste pour vous donner l'envergure un petit peu de la chose, il y a un peu plus de 7000 recettes à l'intérieur de l'appareil. 7000. Ouais, et si vous les cuisiniez bout à bout, ça représenterait 10 ans de cuisine. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire un petit peu. Mais ça, c'est quand même un sacré virage parce que là, c'est un changement de métier. Enfin, c'est l'évolution de votre métier. Au début, vous êtes des industriels, vous fabriquez un outil. Là, aujourd'hui, c'est de la création de contenu. Comment vous organisez?
Vous travaillez avec des chefs, avec des conseillers culinaires. Comment elles sont fabriquées ces recettes? Comment vous les mettez en avant? Comment vous créez tous les contenus qui vont avec, les photos, les machins? C'est intéressant ce que tu dis, Philippe, parce qu'on est, je t'en prie. On est bien sûr en train de se dire, mais finalement ce métier-là, il ressemble un peu à celui de Netflix. Ouais. Donc on crée du contenu. C'est Netflix, Marmiton, enfin les sites de cuisine qui font référence en France en tout cas. C'est ça. Pour citer. C'est ça. Et l'idée elle est très simple, c'est effectivement bien sûr, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, hein, c'est-à-dire qu'on regarde avec attention ce que font plusieurs chefs. On a une dizaine de chefs en fait référencés chez Thermomix, auxquels on fait appel en fait régulièrement. Donc c'est des chefs consultants. Exactement. Qui créent les recettes Voilà, qui nous donnent effectivement tout un univers d'inspiration, parce que souvent, vous savez, les chefs, ils fonctionnent avec, avec en tête une inspiration particulière. Et donc, on essaie de recréer cette inspiration aussi à l'intérieur de ce qu'on produit. Ça, c'est une partie. Il y a une grosse partie qui vient en fait de nos clients. Et là, on parle de communauté. Hein. Comment est-ce qu'on utilise en fait le savoir-faire de notre communauté pour le réintégrer en termes de savoir-faire à l'intérieur de l'appareil. Et puis, on a aussi des cuisines. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, mais on a des cuisines en fait à l'intérieur de notre siège social, dans lequel on crée une 50aine de recettes tous les mois. Super. Hein, et sur la base de choses diverses et variées. Ça peut être de ce qui se passe localement à Nantes, à Marseille, à Lyon, mais aussi de la cuisine internationale. Pour vous donner une petite idée, en fait, si vous souhaitiez à l'intérieur du Thermomix accéder à la base de recettes internationales, il y a un peu plus de 60 000 recettes. Donc on peut aller au Mexique, voyager pourquoi pas au Brésil. Qui sont disponibles en portugais, en français, en espagnol. Exactement. Donc si on parle plusieurs langues, on peut se faire plaisir, quoi. Exactement. Ah bah c'est génial. Ouais. Et vous permettez aux consommateurs de créer leurs propres recettes et les soumettre à Thermomix, par exemple. Si moi je suis très créative, je développe une petite recette brésilienne sur Thermomix, je peux vous l'envoyer pour qu'elle soit publiée. Bien sûr. Alors on a quand même un intérêt à ce que la qualité des recettes reste la bonne. Comment on va le faire en fait? Tout simplement, on va tester au moins 3 fois avec 3 utilisateurs différents les recettes que vous nous soumettez. D'accord. Pour s'assurer qu'elles soient impeccables et que le rendu soit parfait. Donc c'est vraiment très chronophage de votre côté, parce que même si vous permettez aux utilisateurs de créer des recettes, c'est qui est génial, il y a quand même un travail derrière pour valider, vérifier que c'est faisable côté consommateur, quoi. Exactement. Mais si vous voulez, c'est peut-être ce qui nous différencie aussi de la concurrence. J'en parlerai pas trop. Mais on va en parler. On va en parler, t'inquiète. Mais c'est vrai on tient en fait à la qualité de tout ce qu'on fait, et à la qualité de nos services notamment, et Cookidoo, qui est cette plateforme en fait sur laquelle vous pouvez récupérer ces recettes. Cookidoo. Donc c'est ça, la plateforme de recettes à laquelle tous les Thermomix sont connectés et qui existe, on peut se connecter en ligne pour justement mettre à jour les recettes. Ou comment ça marche? Les recettes, elles sont mises à jour directement parce que le Thermomix, il est connecté en Wi-Fi, c'est ça? C'est ça. Donc les recettes sont poussées en fait sur les machines. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est aussi assez extraordinaire, et c'est venu justement avec l'électronique qu'on a introduit à l'intérieur de l'appareil. C'est qu'on est capable maintenant de pousser de nouvelles fonctionnalités dans l'appareil. Donc vous allez recevoir de manière régulière en fait de nouveaux modes de cuisson, de nouveaux modes pourquoi pas de nettoyage de l'appareil, ce qui n'était pas possible bien sûr il y a quelques années en arrière. C'est génial. Et Cookidoo, c'est une plateforme qui a été développée en interne par Thermomix, ou vous avez racheté une start-up à l'époque? Comment ça se passe? Non, on a fait tout nous-mêmes. Tout vous-même. Ouais. On adore faire les choses nous-mêmes. Ouais, ça se voit. Quand tu dis nous, d'ailleurs, c'est en centrale en Allemagne, ou c'est la filiale France qui a l'air d'être assez leader sur tous ces développements-là? Alors, chaque pays, si vous voulez, développe localement ses recettes pour 2 ou 3 raisons. La première, pour une histoire de goût. Oui, culturel. Exactement. La deuxième, pour une question d'ingrédients, parce qu'on s'est aperçu en fait de pays en pays que vous achetez du beurre en Suisse, c'est pas le même beurre qu'en France, et donc ça donne pas le même rendu en fait en termes de texture dans une recette. Niveau-là de détails. Donc on vérifie effectivement tout un tas de paramètres pour s'assurer que la recette donne vraiment le résultat qu'on en attend. D'accord. Et si on revient juste par rapport au produit, c'est une curiosité. Moi, j'ai malheureusement pas eu la chance d'utiliser un Thermomix auparavant. Tu dis qu'on peut pétrir la pâte pour faire du pain. Est-ce qu'on peut cuire les pains? Non, là
par contre, c'est pas une machine à pain. Non, il faut le passer au four. Il faut le passer au four, ok. Parce qu'il y a des machines à pain qui sont dédiées à ça, mais c'est pas les mêmes, je suppose, c'est pas les mêmes types de chauffage, des cuissons, etc. Non, tout à fait. Donc c'est assez technologique tout ça. Il y a des brevets, j'imagine, tout est breveté, il y a un vrai savoir-faire. Et la fabrication, est-ce que tu veux nous parler de la fabrication? Ils sont fabriqués où ces Thermomix? Alors ça risque de vous surprendre, ça risque de surprendre vos éditeurs, mais en fait, tous nos produits sont fabriqués en France, pour le monde entier. Ça, c'était, précisé avant les Covid, déjà, avant. Oui, tout à fait. On n'a pas relocalisé. Depuis la création de Thermomix, en fait, les produits sont fabriqués majoritairement en France et sinon entre l'Allemagne et la France, quoi, c'est ça? Alors, il y a eu pendant quelques années, effectivement, 2 ou 3 chaînes qui étaient montées aussi en Allemagne et qui montaient du Thermomix parce qu'on a eu du mal à répondre à la demande. Depuis peu, en fait, on produit l'ensemble des Thermomix pour la France et le monde entier à Chartres. Enfin, à côté de Chartres, dans un petit village. D'accord. Voilà. Et ce qui est vrai, si vous voulez, alors d'abord c'est étonnant parce que c'est un groupe allemand. Pourquoi produisent-ils en France? Mais en fait, il faut le savoir, nos actionnaires sont très francophiles de longue date. Donc voilà, ils adorent le pays et ils ont trouvé des qualités d'ingénieurs en fait. Ça paraît bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais des qualités d'ingénieurs en fait très supérieures à ce qu'ils c'est connu, là. En effet, en France, on a des bons ingénieurs. Ouais. Et les actionnaires, c'est toujours la famille fondatrice ou ça a évolué depuis le... Non, c'est toujours la famille fondatrice. D'accord, super. Il y a une question qui c'est un des éléments de la stratégie de Thermomix, c'est son prix qui, comme tous les leaders, pas tous les leaders, mais quand même un leader du marché, c'est un prix qui est peut-être les plus hauts du marché. Aujourd'hui, un Thermomix, si je dis pas de bêtises, tu me corriges, ça coûte 1359 €. Tout à fait. Philibert faisait le parallèle. C'est un MacBook Air. Un MacBook Air. et d'ailleurs, on a vu que tu fais souvent les parallèles avec Apple. Est-ce qu'on peut il y a pas mal de liens, Ouais, les prix, c'est quand même un élément important de votre stratégie. Les prix élevés, quelle est la justificative derrière ces prix? Alors, si vous voulez, on lâche pas en fait notre ligne de mire ou notre ADN. Notre ADN, c'est de faire des produits premium qui soient à la pointe de l'innovation. Et oui, ils coûtent peut-être un peu plus cher que la moyenne des robots mixeurs-cuiseurs, mais pour autant, on est tout à fait persuadé que c'est le bon positionnement stratégique. C'est-à-dire que c'est un produit culte, et c'est devenu un petit peu le produit haut de gamme qu'on peut avoir dans sa cuisine, quoi. Ouais. C'est la Rolls-Royce des ustensiles de cuisine, des robots. Exactement. Et c'est comme tu le disais, l'Apple de la cuisine. Et justement, autre parallèle avec Apple, c'est l'innovation et c'est surtout le rythme des innovations. On a remarqué que vous sortiez des nouveaux modèles tous les 5 ans. Ça nous rappelle un peu le rythme d'Apple, évidemment. Alors, je pense qu'il n'y a pas encore de keynote. Tu fais pas encore de keynote, mais ouais. Comment vous organisez cette innovation? Tu peux nous en parler? Oui, alors ce qui nous intéresse, c'est, je vous disais, d'être toujours en pointe en fait de ce qui se fait. Donc on regarde beaucoup de choses à l'international. On a cette chance d'être présente dans 60 pays, ce qui nous permet en fait d'étudier en permanence ce qui se trame. Voilà, et c'est vital en fait pour cette innovation. La deuxième chose, c'est qu'on écoute beaucoup nos clients. Alors vous le savez peut-être, on a 9000 conseillers en France. Ouais. 9000. Ouais, 9000. On va en parler. L'évolution, ça c'est un sujet qui nous passionne. Qui sont au contact permanent des clients. Oui. Et je peux vous dire que rien qu'en écoutant en fait ces conseillers, on récupère un tas d'informations sur là où va le marché, quoi. Voilà. C'est super. On a évoqué la création de contenu et la possibilité des consommateurs, des utilisateurs de créer des recettes et vous soumettre. Mais on se posait aussi la question par rapport à la collecte des données, parce que vous avez des données qui sont quand même très intéressantes. Combien de fois par semaine vos utilisateurs ils vont cuisiner, quel type de recettes ils font les plus souvent, etc., etc., etc. Est-ce que vous collectez ces données? Comment vous utilisez cette intelligence-là? Alors on collecte ces données bien sûr avec l'accord des participants. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça nous donne accès à tout un tas de choses assez incroyables. Je peux vous citer 2-3 chiffres peut-être pour illustrer un peu le propos, mais pendant le Covid, on sait que les gens ont cuisiné 60% de plus que d'habitude avec leur Thermomix. Ça, oui, forcément, ils utilisaient plus leur appareil. Exactement. Tu l'info remonte. Voilà. On avait pendant cette période-là 80% des utilisateurs qui utilisaient quotidiennement leur appareil. Et sinon, c'est quoi la fréquence? C'est pas quotidiennement? Vous pouvez aller poser la question à d'autres fabricants. Vous verrez ce que ça donne. Mais pourquoi est-ce que le parallèle? C'est super intéressant d'avoir ça. Ouais. Pourquoi on fait ce parallèle finalement avec Apple, c'est que on est un petit peu dans la même dimension. Les gens sont fans en fait de leur appareil. Fans de leur appareil. Si vous leur enlevez
vous avez créé un stress qui est assez phénoménal. Ouais, je suppose. On le voit parce que de temps en temps, quand l'appareil tombe en panne, en fait, on a bien sûr des gens qui sont très pressés de récupérer leur appareil. Et on comprend en fait que si vous utilisez tous les jours cet appareil, c'est un peu comme un iPhone, forcément, ça crée du stress en fait le jour où vous le perdez. Ouais, d'accord. Voilà. Ils savent plus faire la cuisine sans leur Thermomix. Exactement. Exactement. Mais justement, et au-delà du temps qui passe à cuisiner, est-ce que vous allez plus loin, genre quel type de recettes ils aiment, observer des tendances, on observe que les Français commencent à cuisiner plus les potimarrons cette année, j'en sais rien. Est-ce que vous allez à ces niveaux de détail? Ouais, alors effectivement, on regarde avec attention quelles sont les tendances de fond. Mais vous savez, il y a un autre élément, mais ça ressemble un peu à ce que fait Google. On a des recherches. Tous les jours en fait. Tous les jours, les gens recherchent en fait à l'intérieur de Cookido, bien sûr, des recettes. Des recettes, bien sûr. Et on voit tout à fait dans leurs recettes ceux qu'ils recherchent et que nous avons en librairie entre guillemets, et ceux qu'ils recherchent et que nous n'avons pas en librairie. Ah, c'est super. Donc ça permet d'orienter en fait. Oui, de nourrir la base. C'est presque un SEO au centre d'un Thermomix, quoi. C'est super. On parle du marketing, justement, on rentre dans le vif du sujet, ou t'as d'autres questions sur le produit, Daniel? Non? J'en aurais, je pourrais indéfiniment poser cette question. Il faudra que tu le testes, surtout. Non, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, on l'a évoqué évidemment en introduction, c'est le marketing, et la force du marketing du Thermomix, c'est certainement sa distribution. On appelle ça le marketing du réseau, ça a plein de noms. Donc sur le modèle de Tupperware, et on vient de comprendre l'inspiration, tu nous l'as donné dans l'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette distribution aujourd'hui, pourquoi le modèle? D'ailleurs, c'est une question on a l'habitude dans le podcast de donner la parole à nos auditeurs, et là on a une question d'Aliland sur Instagram qui nous pose la question: pourquoi le modèle de vente Tupperware? Alors ça, c'est passionnant parce que, si vous voulez, quand j'ai rejoint le groupe il y a une dizaine d'années en arrière, je m'interrogeais sur cette stratégie et sur pourquoi ça en fait. Pourquoi pas faire de la distribution classique chez Darty, bien sûr, chez Darty, la Fnac. Bien sûr. À l'époque, ce que je découvre quand même en analysant un petit peu le business case, c'est que Vorwerk est capable de capter dans certains pays sans doute 90% de la marge qui est dégagée sur un segment de marché. Segment de marché qui est quand même ce qu'on appellerait un segment classique, c'est-à-dire concurrentiel, etc. Pourquoi et comment? Pour 2 ou 3 bonnes raisons. La première, c'est que finalement ça ressemble un peu à cette histoire du Blue Ocean. Ça doit parler au moins à Daniel. Bien sûr, on a dû le croiser. Peut-être bien sûr aussi. Voilà. En regardant bien en fait le sujet, on a finalement un produit qui est innovant, qui est un peu inclassable à certains égards. On a un mode de distribution qui est complètement à part et qui permet de capturer beaucoup de valeur. Comment ça marche? En fait, on a une croyance chez Vorwerk, qui est une croyance qui date 60 ans en arrière, qui est pour acheter un produit finalement électroménager, il faut petit 1 avoir l'occasion de l'essayer et de comprendre ce qu'il fait. Bien sûr. Pour prendre une décision qui soit une décision raisonnée, et pas juste un acte d'achat impulsif, oui. Exactement chez Darty ou ailleurs. Et une fois que vous l'avez acheté, que vous soyez accompagné en fait dans son utilisation. Le fameux onboarding qu'on utilise. Exactement. Voilà. Exactement. Ces 2 éléments-là, c'est la clé en fait de tout le système autour de Vorwerk. Et pour le réaliser, quoi de mieux en fait que des conseillers indépendants qui viennent à votre domicile pour vous montrer l'appareil. Parce que déjà, c'est un produit Thermomix qui a 12 fonctions. Donc déjà, pour comprendre les différentes fonctionnalités, il faut passer un peu de temps. Ensuite, ça coûte 1400 €. Donc si on fait un achat impulsif à 1400 €, on risque de regretter. Et surtout, je pense que pour les consommateurs, une fois qu'il comprend toute la force de l'appareil, il se dit que voilà, c'est peut-être difficile d'en s'en passer, non? Exactement. Quel est votre taux de conversion d'une conseillère, par exemple, quand elle présente les produits chez les consommateurs? Quel est les taux de conversion en vente? Alors ça, c'est des données qu'on communique pas pour des raisons de concurrence, mais il est très élevé. Il est très élevé. C'est tout l'intérêt. Mais justement, est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment ça se passe, nos auditeurs qui connaissent pas le système, comment on achète aujourd'hui un Thermomix? Comment ça se déroule cette l'acte? Ça illustré, par exemple, prenons le cas des Philibert, voilà. qui a pas trop l'habitude de cuisiner et qui aimerait peut-être cuisiner. Je me dis, ce qui me manque, c'est un Thermomix, ça doit être ça. Donc comment ça se passe? Je vais sur le site. Exactement. Tu vas sur le site, tu fais une demande en fait de contact. D'accord. La conseillère la plus proche de chez toi va prendre contact avec toi et quelque part va te chouchouter, c'est-à-dire qu'elle va venir te voir. Elle va te proposer éventuellement d'avoir peut-être 2-3 amis avec toi. D'accord. Ce jour-là. C'est là où
on rentre dans le modèle Tupperware en plus. Exactement. L'intérêt pour moi d'avoir des amis, c'est que potentiellement, s'il y a des achats groupés, ça va être moins cher ou pas du tout, non? Alors non, par contre, tu vas gagner sans doute un petit cadeau parce que t'as. Voilà, il me faut une carotte pour que je motive mes amis forcément. C'est une carotte les cadeaux, non? Façon de parler, une carotte ça suffira pas. Donc effectivement, tu vas recevoir un cadeau parce que tu as invité des amis, et puis on va réaliser en fait un atelier culinaire avec toi et tes amis. Ça va durer peut-être une petite heure, et l'idée c'est de te faire découvrir assez rapidement finalement des fonctionnalités simples. On va cuisiner quelque chose que tu vas adorer, c'est sûr, puisque en fait en amont on aura vérifié avec toi quels sont tes goûts, ce que tu partages peut-être en commun avec tes amis, et puis on va te présenter l'appareil. À l'issue de cette présentation, tu as le choix bien sûr d'acheter, de ne pas acheter, de faire autre chose. Voilà. On ne force personne. C'est là où tu le sous-entendais avec Daniel tout à l'heure. Là, la conversion elle est assez forte. Bon, tu vas pas nous donner le chiffre, mais en général, quand la personne a manifesté un intérêt, elle a quelqu'un qui vient lui présenter l'appareil et qui lui montre toutes les fonctions, en général là, ils achètent. Il y a de la chance, il y a une bonne chance effectivement. Probabilité qu'ils achètent. Ça se passe. Les personnes, la fille dont tu parlais qui va me contacter, c'est une salariée de Vorwerk, c'est quoi, quel format, comment vous organisez pour Alors il y a plusieurs statuts à l'intérieur de l'entreprise. Il y a le statut d'indépendant, en fait, c'est le statut de démarrage, ça s'appelle vendeur à domicile indépendant, VDI. D'accord. C'est le statut donc c'est un auto-entrepreneur en fait, c'est les statuts auto-entrepreneur. Très proche de ce statut-là. En général, c'est les gens qui nous rejoignent pour gagner leur appareil. D'accord. Ouais. S'ils en vendent 4, en fait, ils gagnent le leur. D'accord. Donc ça peut être juste comme ça une mission temporaire. Exactement. Et puis ensuite, si vous y prenez goût, vous pouvez devenir un métier. Voilà, ça peut devenir un métier. Et ensuite, on évolue en fait au sein de l'entreprise pour devenir ce qu'on appelle responsable de secteur. Donc c'est quelqu'un qui manage en fait d'autres conseillers. Et puis ensuite directeur d'agence. Et là, le responsable de secteur, il est salarié. Mais exactement. Mais là, je pense que ça va intéresser. Vous allez avoir des candidatures. En fait. Ouais, parce que même moi, j'ai mon wine club jeudi. Je vais peut-être parler de la Thermomix. Si dans nos auditeurs, si on a 4 auditeurs qu'on achète, comment ça marche pour nous? Mais justement, comment ça se passe si moi, par exemple, j'écoute les podcasts là et j'ai dit, génial, j'aimerais bien quand même peut-être vendre autour de moi une Thermomix. Comment je fais pour me candidater et devenir un conseillère Thermomix? Alors c'est pareil, tout passe par le site internet. D'accord. Vous avez trouvé une page où vous pouvez vous inscrire effectivement pour devenir conseiller. Et les recrutements, ça se passe comment? C'est un processus comment ça se passe? C'est un processus très simple. Il y a une petite réunion d'information pour démarrer. Ça va durer peut-être une petite heure. On va vous expliquer un peu les tenants et aboutissants et puis ce à quoi vous engagez quelque part. Bien sûr. Et puis ensuite une formation. Et derrière vous démarrez votre activité. D'accord, chouette. Et comment ils sont rémunérés? C'est une commission en fait sur les ventes, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous dévoiler la commission ou ça reste un secret de... C'est un secret qui n'en est pas vraiment un parce qu'une fois que vous êtes rentré dans l'activité, vous comprenez. Mais si je résume, vous allez toucher quelque chose comme 10% en fait de la vente du produit. Ouais, exactement. Ou 4 Thermomix, on a un Thermomix gratuit. Ça m'intéresse. La cible aujourd'hui de Thermomix, c'est qui? Tu peux nous en parler un peu plus Oui, alors il y a en fait, si j'essaie de résumer, 2 cibles. D'une part, des particuliers qui souhaitent cuisiner à la maison, et de l'autre, des professionnels. Des professionnels. Les professionnels utilisateurs. Ça, je savais pas. J'étais sûr que ça allait vous surprendre. Ouais, là, on n'a pas. C'était spontané, hein. C'est très spontané. Acteur studio, honnêtement, on savait pas. Juste pour vous donner deux chiffres. Ouais, vas-y. C'est pareil, c'était quelque chose qu'on étudiait assez peu. On a en fait des conseillers, j'allais dire classiques, qui vendent à des professionnels, et on regardait pas trop en fait ce qui se passait là-dedans. Et puis on vient de mener quelques études là-dessus. 70% des restaurants étoilés ont un Thermomix en cuisine. Non. Si. Ah là, c'est une grosse plaque. On va mener l'enquête. Et de manière plus générale, c'est 30% des restaurateurs. Mais ils l'utilisent pour tester des choses parce que c'est pas les contenants sont pas suffisants pour une production professionnelle. Alors ils font 12. Ils peuvent faire alors d'abord petit 1, ils l'utilisent souvent en batterie, ça c'est clair. Ensuite ils font beaucoup de sauces par exemple avec et toutes les émulsions sont souvent faites au Thermomix parce qu'il y a rien de comparable en fait en termes de vitesse et d'efficacité. Mais ce qui est un peu plus génial encore qu'on a découvert en fait à l'intérieur de nos enquêtes, c'est que on pensait pas en fait qu'ils utilisaient le monde connecté et les recettes connectées, mais certains d'entre
d'entre eux les utilisent. Bien sûr, je ne nommerai personne. Hein, on va pas les nommer, mais tu dis que donc certains étoilés, et là tu as peut-être accès aux données, ils vont aller chercher la recette du velouté au potimarron, énorme. et les produits, c'est les mêmes en fait. Il y a pas une version pro. Vous n'êtes pas posé la question, genre on va lancer une version pro, un peu plus grande, un peu plus machin. Non. Et les modèles des ventes auprès des restaurateurs, c'est lesquels? Ça reste les conseillers aussi? Ça reste les conseillers pour l'instant, mais on est effectivement en train de réfléchir. Et si moi je suis un restaurateur, chef, et je veux vendre à mes collègues restaurateurs aussi, j'ai droit aussi à une Thermomix gratuit au bout de 4 ventes? Pas pour l'instant. Ça c'est une grosse surprise pour moi. Je m'attendais pas à découvrir que les pros. Je partage ton étonnement, mais c'est super intéressant. Super intéressant. Et juste une dernière question, parce qu'on a parlé de la cible, donc c'est une cible qui est finalement assez large. Mais quels sont les profils des conseillers? Est-ce qu'il y a un profil type ou non? C'est aussi assez varié. Là, ça va vous surprendre aussi. En fait, on a j'allais dire des personnes de 20 ans à 95 ans. Ah ouais. On a des gens qui sont issus vraiment de tout milieu. Bien sûr, des mamans au foyer, etc., qui ont pas forcément un emploi, mais également des gens qui sont dentistes, pilotes d'avion, qui sont infirmières. Enfin, on va trouver en fait tout type de profil professionnel. Et ça nous intéresse beaucoup pour 2 raisons. La première, c'est que ça ouvre bien sûr le recrutement finalement à n'importe qui. La deuxième, c'est que ça nous donne en fait du potentiel pour le futur. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir ces gens-là grandir en fait dans l'entreprise, devenir responsable de secteur, devenir directeur d'agence. Et pour ça, bien sûr, c'est intéressant d'avoir un background. Ah bah bien sûr. Et une question par rapport à la carrière de conseiller chez Vorwerk, c'est quoi les étapes en fait? Si j'ai démarre conseiller, je vais autour de moi et j'ai envie de continuer ces métiers-là, quelles sont les étapes des développements pour un conseiller? Alors il y a deux schémas. Le premier, c'est un schéma de management. Donc l'étape suivante, c'est responsable de secteur. D'accord. Donc responsable Paris ou voilà au Nantes. Exactement, sur un périmètre. Un périmètre, voilà. Et puis la deuxième option, c'est de se professionnaliser dans la vente. Donc on a également des VRP. Voilà, qui eux sont salariés de l'entreprise, pour revenir à ce que disait Philibert tout à l'heure, et ne font que de la vente. Sur cette force de vente, il y a quel ratio de salariés et d'indépendants? Alors, à l'instant où je vous parle, on doit avoir quelque chose comme 700 salariés et un peu plus de 9000 conseillers indépendants. Ouais, c'est puissant. Ouais. Et donc, si on revient à cette distribution, donc tu nous confirmes ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, c'est exclusivement de la vente à domicile. C'est-à-dire que je peux pas trouver un Thermomix chez Darty à la Fnac sur un autre site ou par un autre retailer ou un autre distributeur. Alors non, parce qu'on souhaite conserver effectivement la distribution, ça c'est clair, on la lâchera jamais. Mais par contre, on a modernisé un petit peu le modèle de vente ces derniers temps là. Donc c'est quoi? C'est grâce au Covid? Avec le Covid, ouais, ce que j'allais dire. Alors, il y a eu effectivement avec le Covid, on est devenu quelque part des démonstrateurs virtuels. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver également sur le site la possibilité, à travers un WhatsApp par exemple, de découvrir l'appareil. D'accord. Et de l'acheter. C'est possible. C'est quoi? C'est des visios en fait. C'est ça. Donc on va vous c'est l'atelier culinaire classique en physique qui se transforme en session digitale avec la vidéo en interaction. C'est pas juste un tuto. Là, on a vraiment quelqu'un en face en live qui nous explique. Exactement. Et qui va réaliser aussi les recettes qui vous plaisent. Vous pouvez inviter également des amis à regarder ce WhatsApp. Enfin, on retrouve finalement cet atelier-là juste dématérialisé, quoi. Et derrière, on peut acheter directement. Donc là, on est vente en ligne. C'est du e-commerce. Presque. C'est du e-commerce avec une expérience de vente qui est un petit peu plus premium parce qu'on a quelqu'un de dédié qui, avec l'outil digital, va vous présenter le produit. Et vous vous souvenez, notre souhait et notre ADN, c'est surtout de ne rien toucher à ce modèle de vente qui consiste à voir l'appareil avant et être accompagné après. Bien sûr. Donc, on s'est dit, on passe au virtuel. Par contre, on conserve bien ces deux briques-là parce qu'elles sont essentielles. Les pires qui peuvent vous arriver, c'est un consommateur qui achète un Thermomix et qui s'en sert pas. Exactement. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est notre hantise. Voilà. Qu'il se retrouve au placard, en fait. Ça, c'est arrivé, Et ça, c'est intéressant parce que moi, par exemple. Ça l'est maintenant en plus. J'accompagne, je suis au bord d'une start-up, qui vend du service, d'autres start-up du SaaS, et un des KPIs très important pour éviter les tiers, donc les taux de désabonnement, c'est l'usage de l'outil, en fait. Donc, si un client commence à arrêter d'utiliser, on sait qu'il va pas renouveler derrière. Vous suivez, c'est parce que là, vous avez
l'accès aux données. Donc si un consommateur qui depuis 3 mois il a pas allumé son Thermomix, ça nous alerte. Ça vous alerte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et un conseiller qui les contacte pour dire est-ce qu'on peut vous aider à prendre en main les produits? On a tout un process CRM en fait qui permet justement d'aller récupérer ces clients-là et de les remettre un petit peu dans le process en les invitant par exemple à un atelier culinaire sur un sujet précis. Tiens, Noël arrive, on va parler foie gras. Donc il va y avoir des ateliers culinaires un peu partout en France sur le foie gras et on va essayer de les réintroduire en fait à l'intérieur de la famille. Parce que ça ressemble, c'est intéressant cette question finalement de la communauté. On estime finalement que chaque client fait partie de notre famille et on veut surtout pas le perdre. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Parce que c'est aussi un ambassadeur qui va parler de votre marque auprès de son entourage. Et qui peut parrainer et qui lui-même peut générer des ventes, forcément. Ouais. Pour venir à la question du marketing, vous verrez jamais de pub télé sur le Thermomix. Par contre, le bouche à oreille est très puissant et très fort. Ça, on va y revenir justement. Avant ça, je voulais qu'on finisse sur la vente à domicile, parce que c'est finalement une pratique aujourd'hui qui est assez peu utilisée, qui est même perçue pour certains entrepreneurs comme assez old school, mais là on voit que dans ton cas elle est très très efficace. Est-ce que pour toi c'est un mode de distribution qui marcherait pour n'importe quel type de produit? Pourquoi tu penses qu'elle marche en particulier pour le Thermomix? Est-ce qu'elle s'adapterait à d'autres types de produits? Je pense qu'elle s'adapterait à plein de types de produits. Ouais. Donc on encourage nos auditeurs entrepreneurs à l'envisager. Ah ouais. Et c'est intéressant parce que effectivement elle pâtit d'une image qui est pas terrible. Ça on est bien clair et on essaie de la redorer. On a une fédération de la vente directe qui est très active sur le sujet, mais le old school, ça fait distribution de l'après-guerre, quoi. Exactement. Mais si on réfléchit un peu de manière, j'allais dire, un peu haute sur le sujet, qu'est-ce qu'il y a dans la vente directe, dans l'ADN de la vente directe? Il y a des réseaux sociaux, physiques ou virtuels. On y reviendra peut-être, mais on utilise aussi à mort Instagram, Facebook, etc. Donc c'est un vrai sujet. Il y a quelque chose qui ressemble un peu à l'ubérisation, mais peut-être dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la possibilité pour n'importe quelle personne de choisir de choisir une activité finalement pour un temps qui peut être un complément de salaire ou qui permet de tester son appétence à des fonctions commerciales, à la vente. Exactement, se faire plaisir aussi en partageant la passion d'un produit, en partageant peut-être sa passion de la cuisine aussi. Donc quelque part passer du bon temps. Si vous interrogez nos conseillères, elles vous diront qu'elles s'éclatent, c'est-à-dire qu'elles viennent tous les matins avec la banane au bureau. Parce que sinon c'est pas possible en fait. On s'ennuie quoi. Et elles viennent parce qu'elles ont la passion de cette cuisine, la passion de transmettre, l'envie aussi de rencontrer du monde, de découvrir de nouvelles choses. Enfin voilà. Je vous en passe les meilleurs, mais on vient là pas par hasard en fait. Donc t'es convaincu des vertus de la vente à domicile. Il y en a une et tu l'as suggéré aussi tout à l'heure. La vente directe, c'est la marge. C'est que forcément vous partagez, mais on y reviendra tout à l'heure, vous partagez pas la marge avec un distributeur. Donc ça c'est un argument aussi pour nos amis. C'est un très bon argument ça. Je pense que c'est peut-être le plus important pour nos amis entrepreneurs. Joli argument. Tu suggérais, tu parlais de la marque tout à l'heure et ça c'est un autre point très fort, c'est un des piliers du succès de Thermomix. C'est une marque qui est très notoire, qui est très connue et pourtant comme tu le disais, il y a jamais eu d'investissement média de masse. Moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu une pub Thermomix à la télé. Donc c'est une fois de plus cette distribution et cette proximité avec les consommateurs via la vente à domicile qui a créé cette notoriété-là, selon toi? Ouais. Alors si on résume un petit peu ce qui s'est passé, on va dire dans les 60 dernières années, on a dû rencontrer entre 30 et 40 millions de personnes. Et on a fait un spot publicitaire avec eux d'1h30. Donc c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux parce que voilà, c'est clair parce que en plus ces médias qu'elle est conseillée, c'est un média qui est entre guillemets gratuit parce qu'il est incentivé par la commission. Donc et la différence comme tu le disais Daniel tout à l'heure, c'est la conversion. C'est que là tu convertis énormément, c'est compte là tu convertis alors qu'un média de masse, le taux de conversion il est faible. Et aujourd'hui donc la marque tu parlais d'Instagram, je suis devant votre compte Instagram, vous avez 165 000 followers, c'est quand même un compte important. Quels sont les autres moyens de communication avec la communauté? Comment vous gardez ces contacts proches de la communauté? Alors on a clairement bien sûr Instagram, Facebook. Facebook est sans doute plus puissant. Plus puissant encore. Au regard, par au regard au profil de votre... On regarde notre cible. Et puis depuis peu, on s'est mis à faire beaucoup de live.
Donc c'est pareil, le Covid nous a aussi transformé d'un point de vue digital. Il y avait bien sûr cette démonstration quelque part virtuelle, mais à côté de ça, on a aussi on s'est remis en contact en fait avec notre communauté en faisant beaucoup de live. Ouais, ça a du sens. Je pense là maintenant au succès de Cyril Lignac pendant les confinements, qui est devenu une émission à part entière après les confinements, qui sont tous en cuisine ou quelque chose comme ça. Et pour vous, je pense c'est génial. Vous pouvez avoir un live tous les jours à 18h avec une nouvelle recette pour préparer les dîners avec votre communauté. Ouais. Et puis on voit tout de suite, c'est ça qui est génial aussi avec cet outil-là, c'est qu'on voit tout de suite combien de personnes nous suivent, etc. Oui. Et on a des lives à 30, 40, 50 000 personnes, donc c'est vrai. Et vous pouvez voir aussi quel pourcentage des gens qui ont regardé les lives ont fait la recette hier parce que c'est connecté. Ce qui est quand même très puissant. Hein. C'est clair. C'est génial. Et en 2017, il y a une révolution, c'est que vous ouvrez une première boutique Thermomix. Donc là, on sent l'envie de tester d'autres modèles de distribution, d'aller dans le retail pur. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et justement Vas-y. Alors, comme on possède effectivement cette base de données de l'ensemble de nos clients, on a quand même beaucoup d'informations. Ouais. La première information, c'était de se dire, mais finalement, en France, où sont nos clients ? Et on s'est aperçu assez vite que le taux de pénétration en centre-ville était relativement faible. C'est historique. C'est vrai que la vente directe se développe pas forcément dans les grands centres-villes. Je pense à Paris. Tout le monde est très occupé. Les gens ont beaucoup de choses à faire et pas forcément beaucoup de temps en fait pour recevoir à domicile ni beaucoup de place. Donc, à ce moment-là, on s'est dit il faut qu'on trouve en fait le cheval de Troie qui va nous permettre de rentrer dans les centres-villes. Exactement. Les grandes villes. Donc ça, c'est la naissance en fait du premier magasin qui était, pour être honnête, plutôt un concept, c'est-à-dire qu'on savait pas du tout. D'abord, petit 1, si ça allait marcher. C'est un test. Voilà. Et est-ce que on allait rencontrer notre public ou pas ? Est-ce que on pouvait envisager d'aller plus loin ? Voilà, on n'avait aucune certitude. Donc ce test, en fait, il démarre boulevard des Capucines, près de l'Opéra, par un magasin franchement qui est très sympa parce qu'il est sur 2 étages, donc il y a tout un étage privatif où on peut faire de la cuisine, etc. Enfin, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas encore eu l'occasion. Il est très sympa. Et c'est vrai que on a été un petit peu surpris en fait. On a été pris par une vague. C'est-à-dire que ce magasin-là, au bout d'un mois et demi, il était rentable, quoi. Voilà. Ce qui arrive assez peu dans le retail. Je sais pas si vous êtes très familier. Bien sûr, et surtout à ces adresses-là, parce que les loyers et les retours. Mais là, forcément, ça vous force à poser des questions, en fait. Parce que c'est ça le modèle. Ouais. Est-ce que c'est pas une évolution du modèle ou un complémentaire ? Il y en a pas d'autres des boutiques depuis. Il y a pas eu d'ouverture. Alors si, on en a ouvert 3 autres. D'accord. Une à Marseille, une à Lyon et une à Toulouse. D'accord. Et ces boutiques-là démarrent très bien aussi. Pour être très clair, la vente directe reste au centre en fait de notre modèle. Donc on fera pas si vous voulez 60 boutiques en France, c'est très clair. On en fera dans les cœurs de centre-ville là où notre taux de pénétration est pas bon et ça se fera à chaque fois en complément de ce qu'on fait en vente directe. Mais on peut acheter un Thermomix sur place là, je viens pas juste tester les produits, après il y a un conseiller qui vient chez moi, je peux l'acheter, je peux partir avec la machine. Exactement. D'accord. Par contre, on va vous inciter à revenir en fait dans la vente directe pour apprendre à l'utiliser. Exactement. Typiquement pour apprendre à l'utiliser. D'accord. Mais ça c'est un conseiller qui vient chez moi en fait pour m'accompagner, pour m'aider. Alors c'est une option, mais il peut aussi revenir au magasin éventuellement pour une soirée avec vous. Pour utiliser le 2e étage. Exactement. Ou je peux utiliser aussi les cours virtuels en fait, les ateliers virtuels. Exactement, tout est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a qu'une envie, c'est que une fois que vous êtes satisfait de l'utilisation de votre appareil, vous devenez fan et vous colportiez quelque part la bonne parole autour de vous. Bien sûr. Et c'est que vous changez pas de votre ADN, c'est que vous gardez les contacts directs avec votre communauté. Exactement. C'est une boutique en propre. Voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Thermomix et ses clients. Et ça, c'est une vraie force. On fait souvent référence avec Philibert qui a travaillé longtemps chez Moët Hennessy, les champagnes, les cognacs. Et il y a très peu de contacts directs avec les consommateurs parce qu'on a les cavistes, les restaurants, les discothèques au milieu. Et ça, c'est une faiblesse parfois. C'est pour ça que je suis frustré de ça et que j'aime beaucoup le modèle de vente directe que vous avez mis en place. Ouais. Tout à fait. Et on voit que ça fonctionne. Donc c'est intéressant, ça peut inspirer d'autres marques, j'en suis convaincu. Je me posais une question par rapport aux produits d'occasion, parce qu'un produit à fort valeur ajoutée comme les Thermomix, si un jour, si j'ai fait partie des consommateurs que pour une raison ou autre, je n'ai pas trouvé l'intérêt de ces produits. Finalement, je l'utilise pas souvent et je décide de me débarrasser, de les vendre. Je suppose qu'il y a un marché d'occasion qui est fort. D'abord, est-ce que tu peux nous dire s'il y a un vrai marché d'occasion et ensuite, quel est votre rôle dans ces marchés-là? Est-ce que vous souhaitez l'animer ou pas?
Comme dans l'automobile, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est intéressant, comme Vorwerk est une marque premium, elle se comporte un petit peu comme un BMW, par exemple. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que... C'est des bonnes références, là, hein. Ouais. Apple, je suis désolé. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres... Non, c'est très bien. Mais, non, ce qui est vrai, c'est que, si vous voulez, un truc qui est très important en automobile, et j'en viens, c'est la valeur résiduelle. De l'auto. Le Thermomix a cette chance en fait de très peu décoter dans le temps. Donc si vous souhaitez vous en débarrasser, même 2, 3, 4, 5 ans après son achat, vous allez pas perdre grand chose. En fait. Donc il y a un vrai sujet pour nous. D'abord notre créneau à nous, c'est la durabilité. Donc on fabrique des produits qui sont faits pour durer. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils ont une valeur résiduelle importante. Vous savez sans doute, mais c'est ce genre d'appareil, en fait, ils se transmettent de génération en génération. Bien sûr. Les enfants récupèrent le Thermomix de maman, qui elle-même avait récupéré le Thermomix de la grand-mère. Enfin bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc notre sujet, il est là, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut jouer effectivement un rôle intergénérationnel là-dedans? Il y a un rôle dans la reprise, c'est-à-dire que régulièrement, en fait, on fait des offres de rachat des appareils. Pour qui rachète une version plus moderne. Exactement. Ah, bien sûr. On peut les reconditionner et les revendre. On n'est pas encore là. Mais ça me semble... imaginer back to market avec Thermomix, par exemple. On a eu l'occasion de discuter ensemble d'ailleurs. Super. Mais ce qui est clair, c'est que effectivement, il y a deux choses qui nous semblent importantes. Petit 1, tu parlais tout à l'heure de localisation en fait, du fait de produire en France, de faire attention à l'environnement, de produire des produits qui sont réparables. Parce que ça, mine de rien, si vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le marché, on n'est pas si nombreux que ça. Donc il y a cette question de la réparabilité. Et une fois qu'on y est, il y a effectivement qu'est-ce qu'on peut faire avec le marché d'occasion. Franchement, il y a un univers infini encore pour Thermomix. Oui, nous on se pose, moi on a tous les deux travaillé chez LVMH. Je vois beaucoup ça dans les luxes. C'est beaucoup de marques se posent la question avec les sacs parce que ce sont des produits aussi avec une forte valeur résiduelle et qui s'y tiennent dans les temps. Et aujourd'hui, ils essayent, historiquement, ils ont pas trop maîtrisé ces marchés-là, mais ils essayent d'un plus en plus d'avoir un peu la main pour continuer cette proximité avec la communauté et ses clients. Bien sûr. Et l'intérêt aussi d'avoir le constructeur au milieu, c'est de pouvoir garantir par exemple le nombre d'heures que l'appareil a tourné, par exemple, de pouvoir garantir garantir la qualité en fait de l'appareil, et puis bien sûr garantir la réparation 2, 3, 4, 5 ans après. Les pièces qui sont toujours disponibles. Exactement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de la concurrence? Ça, c'est la partie que tu vas moins aimer, le marché, la concurrence. Déjà, quel est le leader? Alors, déjà, quel est le marché aujourd'hui? On appelle ça le marché du robot cuisinier ou, enfin, comment on l'appelle ce marché? Le robot culinaire? Ouais, robot culinaire. Ouais. Quel est le leader? C'est clairement Vorwerk. C'est vous. Ouais. Juste une question par rapport aux robots culinaires, parce que en regardant, il y a différents types de robots. Est-ce qu'un mixeur classique, c'est un robot, c'est considéré robot? Au robot, il faut qu'il ait cette fonctionnalité des cuissons aussi. Ouais. Non, mais alors ta question, elle est extrêmement importante en fait. Sur quel segment on se bat nous-mêmes? Oui, voilà. Bon, effectivement, c'est le robot culinaire intelligent. Voilà. Ouais. Il y en a pas tant que ça, parce qu'il y a aussi des robots culinaires moins intelligents. À la maison, j'ai que des pas intelligents. Mais ce qui est vrai, c'est que ce marché, en fait, il est grand. Pour vous donner des petites idées, il y a 13% aujourd'hui des ménages qui sont équipés avec un robot intelligent. Ouais, 13%. En France. Donc il y a du potentiel. Voilà, on estime nous à l'instant où je vous parle qu'il y a 35% des ménages qui rêveraient d'en avoir un. D'accord. Et on peut imaginer que ce chiffre-là, dans 2, 3, 4 ans, soit bien supérieur. Sans parler de la restauration, parce que tu nous as appris un truc aussi, c'est qu'il y a aussi un énorme business à prendre au niveau de la restauration. Ouais, ça, je m'inquiète pas trop pour vous, du coup. Non, mais Philibert, pour rebondir sur ce point-là, si tu veux, ma plus grosse difficulté chez Vorwerk, c'est on a tellement d'options stratégiques que c'est de choisir les bonnes. Ouais, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il y a différents chemins. Ouais, c'est ça. Si on continue de parler de la concurrence, donc dans ce marché des robots intelligents, quels sont les principaux concurrents? Genre, j'ai des marques, Kenwood, Magimic, KitchenAid. C'est eux ou il y en a d'autres? Non, c'est eux. C'est ça les trois? Ouais. Et c'est des gens qui sont dans des gammes de prix en fait à peu près similaires aux nôtres et qui propose un univers qui ressemble au nôtre. Il y a aussi donc cette dimension intelligence. Je connais moins. Ils ont aussi des écrans et des bases de recettes connectées. Vous êtes quasiment sur des produits similaires, avec évidemment des finitions, une offre différente. Ouais, tout à fait. Et comment joue la différence justement? Comment
se positionne Thermomix par rapport à ses acteurs proches? Nous, on a toujours cette stratégie, cette ligne stratégique claire, produire des produits innovants qui soient à la top, en fait, au top de l'innovation et de ce qui se passe sur le marché, des produits réparables, des produits français, donc localisés, ce qui évite encore tous les dégâts qu'on connaît autour de la planète et ce qui se passe en ce moment avec la crise sanitaire. Donc ça, c'est notre ligne de crête. Bien sûr, après, les autres peuvent se comparer à ça. Bien sûr. Mais comme on a 60 ans d'avance, parce que c'est un petit peu le sujet quand même, on a 60 ans d'innovation sur ces sujets-là, forcément, ils courent un petit peu après. Enfin, sauf Magimix, parce que Magimix, ils avaient commencé avant, apparemment. Oui, t'as raison. Et par rapport à la distribution, en fait, est-ce que les choix de ces concurrents, c'est une distribution directe, de la vente directe comme vous, où ils se disent, on va peut-être aller où ils sont pas, on va se positionner chez Darty, à la Fnac. Quelle est leur stratégie de vente, de distribution? Alors, à ma connaissance, ils sont effectivement tous sur des stratégies qui utilisent des distributeurs. Ah, d'accord. Et il y en a pas un des trois là qui a un peu tenté de faire comme vous, de mettre en place un réseau de distributeurs. Je pense qu'ils en rêvent. Ouais. Parce que à plein d'égards, en fait, ils ont bien compris que le modèle fonctionnait. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vente directe, telle qu'on la pratique, c'est vraiment une montre suisse. C'est-à-dire que c'est loin d'être évident. Ça requiert pas mal de savoir-faire et des savoir-faire qui sont très humains à la base. Donc pas forcément accessible facilement. Ouais, il y a une barrière à l'entrée quand même qui est l'humain. Construire une équipe compétente, formée, mettre en place tout ça. Mais certainement ils y travaillent, on va suivre ça. Quand ils regardent les PNL, je pense qu'ils se disent il y a une idée à prendre là. Et quand on préparait le podcast, j'avais fait un commentaire avec Philibert avant même de rentrer dans notre recherche pour préparer l'épisode. J'avais regardé une émission Capital sur M6 il y a quelques mois ou années où il parlait des robots culinaires intelligents low cost et notamment il montrait je pense qu'une Lidl qui lançait un robot à prix genre 300 € et la queue devant les magasins, les gens qui rentraient, la folie, c'est comme les Nutella à 2 €. C'est les fameux 35% des ménages qui rêvent d'avoir un appareil intelligent mais elle était là. qui pouvaient moins se le payer, sauf que là forcément il est 4 fois moins cher que le vôtre, ça a dû bien fonctionner. Mais il doit y avoir des limites. Et du coup, ils ont créé un nouveau segment dans ces marchés qui est les robots culinaires low cost, en fait. Comment vous avez vécu ça côté Thermomix? Quel est ton avis par rapport à ces mouvements du marché? Vous me voyez rigoler parce que effectivement, pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que les médias en général, en fait, parlent de guerre des robots. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ce terme. Voilà, c'est un terme qui revient tout le temps. Je pense qu'on a toujours attendu les jours où on préparait des guerres des robots, en fait. Ça fait référence à la science-fiction. Science-fiction japonaise. Là, c'est la guerre des robots de cuisine. Ça commence par là. En fait, on pense pas que ce soit vraiment la guerre des robots parce que je vous disais, le marché est immense face à nous. Donc, allons à la conquête. Ça, c'est clair. Ça, c'est notre métier. Ensuite, c'est vrai que on a du mal à se comparer avec le produit Lidl, c'est très clair, pour plein de raisons. Bah, si tu peux nous nommer je vais te donner 2-3 raisons assez simples. En fait, bah oui, une des difficultés de ce robot, c'est quand il tombe en panne, effectivement, il est pas réparable. Donc, qu'est-ce que font les clients une fois que le robot est tombé en panne? Dramatique. Bah, vous savez quoi, ils nous appellent. Ah bon, non, oui. moi je pensais ils nous appellent en se disant, bah là, on va peut-être investir effectivement dans un produit durable. Ah, bah c'est donc, génial ça pour vous. Ça nous fait très plaisir puisqu'ils sont en train d'ouvrir effectivement le segment de marché. Mais ça veut dire que si moi je faisais partie de ces gens qui sont venus chez Lidl pour acheter un robot lors de la promo, si jamais les robots tombent en panne, je fais quoi? Je les jette à la poubelle en fait? C'est pas réparable du tout. Tu le ramènes chez Lidl et tu espères qu'ils vont te redonner un bon d'achat pour quelque chose. C'est comme ça que ça se passe concrètement. Mais ça se répare pas. C'est made in China, j'imagine. C'est ça. Ces appareils-là. C'est ça. Mais c'est grave ça, on va dire. Moi, je veux dire, c'est grave pour l'environnement. On est d'accord. Pour la planète. Ouais, exactement. Pour nos enfants, etc. Je trouve que ça, c'est grave. Il faut savoir qu'il y a une loi sur l'économie circulaire qui va tomber d'ici peu. Oui, on a vu le problème. Ouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça, quoi. Donc, j'espère qu'on va arrêter ce genre de comportement. Interdire la production d'un appareil qui est absolument pas réparable, où il n'y a pas du tout de pièces. Même si d'un point de vue de business, tu nous expliques que finalement, cette stratégie des Lidl vous aide à créer de la demande, en fait. Ça fait rentrer des gens sur le marché. Je préférerais les faire autrement. Oui, vous voyez ce que je veux dire, franchement, je préfère les faire autrement. 100% d'accord. Parce que du coup, on regardait les chiffres du marché, on voit que finalement le marché, il est pas forcément en croissance, ou au contraire, il est en croissance en volume mais pas en valeur, parce que justement, il y a des acteurs comme ça qui baissent
Qui baisse le panier moyen. Qui baisse le panier moyen, ouais. C'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Et c'est pas du tout, de toute façon, une stratégie qui vous intéresse, celle-là. Il y a d'autres, on a vu Intermarché aussi, ils ont fait pareil, non? Alors, il y a plusieurs grands distributeurs, en fait, qui ont tenté le coup. Carrefour aussi, ouais, tout à fait. Mais on va dire qu'ils l'ont pas fait vraiment avec beaucoup de succès. Mais pour une simple et bonne raison, ils s'improvisent en fait fabricants d'électroménagers. Oui. Et donc dans ces moments-là, ils sont pas au meilleur de leur forme. Mais ils le font parce que effectivement, ils souhaitent drainer du trafic, ils souhaitent attirer du monde dans leur magasin. Bien sûr, c'est une opération commerciale. Exactement, ça n'a rien à voir avec notre stratégie. Oui, bien sûr. Et je suppose que le stock de ces produits-là, c'est des quantités très limitées. Ils vont pas inonder les marchés avec des produits non réparables. Ça serait un crime écologique presque. Je le pense aussi, mais c'est toi qui l'as dit. Ouais, bon. D'autres choses par rapport à la concurrence? Non, on peut parler de l'activité, on va parler chiffres, c'est des choses qui nous passionnent dans ce podcast comme tu le sais. Justement sur l'activité, Vorwerk France, d'abord, on parlera de Vorwerk dans le monde après. Combien de Thermomix vous vendez par an? Alors c'est le genre de chiffre qu'on communique pas pour des raisons de concurrence. Bah, je l'ai trouvé. Hein, mais... Ah bon, si tu le dis pas, je vais le dire. Vas-y, alors je t'écoute. Non, j'ai trouvé un 280 000 Thermomix 2016. en 2016. Ouais. Donc tu oui, confirmes à peu près. C'est ce genre de volume effectivement que nous faisons. Qui a peut-être doublé d'ici là hein, depuis. Et du coup, ça représente quoi en part de marché? Bon, tu vas encore pas me répondre, mais pareil, j'ai un chiffre. On sait qu'on est, quand je te disais on est leader, on est sur le segment des robots intelligents. Ouais. Moi, j'ai vu 40% de part de marché. Ça me paraît énorme. Je pense que c'est plus que ça. C'est plus que ça, donc c'est vraiment énorme. Ok. Ouais. Et chiffre d'affaires, vous communiquez les chiffres d'affaires des Vorwerk parce que bon, on peut 280 000 fois 1300 €, on peut déjà estimer. Oui, surtout qu'en plus il n'y a pas de distributeur là, donc voilà. C'est assez facile. Je vous laisse la responsabilité de ces propos. Bah, c'est très bien. Non, mais simplement peut-être pour parler du groupe, le groupe va frôler les 3 milliards. Quoi. Ouais, oui, on a vu ça. C'est ce que j'ai découvert. Énorme, c'est énorme, Vorwerk. 3 milliards d'euros, quoi. C'est un grand groupe, quoi. Et c'est une activité qui est présente dans 60 pays. Tu disais 70 pays. Ouais. Avec 245 000 salariés, c'est ça, je voyais sur votre site. On a aussi trouvé... Non, 645 000, pardon. Alors, 645 000. attention, parce que là, on parle d'indépendants. Ah oui, donc c'est pas des salariés, non. C'est pas que des salariés. Vous allez trouver dans le groupe à peu près 12 000 salariés. Et effectivement, un volume d'indépendants qui est très important. Énorme. Ouais. Bien sûr. Et on lisait aussi que Thermomix, c'est une estimation, vend autour d'1 million des Thermomix dans le monde par an. Ça veut dire c'est quoi? C'est 1,3 milliard de chiffre d'affaires que avec ces produits-là. C'est quand même un très bon business, quoi. C'est un très bon business. Et surtout un business qui a, si on regarde un petit peu historiquement, qui a connu des croissances incroyables, en fait. Ouais. Bah, ça m'étonne pas qu'il y a plein des concurrents qui se lancent sur les segments. Ça m'étonne. Et est-ce que vous communiquez un peu les marges brutes, les marges que vous faites sur ces produits-là? Ça, on pourrait la réponse est dans la question. On pourrait l'estimer si on s'appuie sur Apple ou d'autres. Parce que c'est une référence. Non, mais tu nous as donné des clés tout à l'heure, là, et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. L'originalité de votre modèle, c'est la distribution. Il n'y a pas de distributeur. Tu l'as dit toi-même, vous captez l'essentiel, enfin, même la totalité de la valeur. Donc les marges doivent être et en correctes. plus ils enlèvent un élément des coûts qui est important, qui est les marketing en fait. Oui, qui est la com. Et donc on imagine que c'est Vorwerk, c'est un groupe qui a une forte rentabilité et qui voilà, on a des actionnaires qui sont plutôt heureux, on suppose. Exactement. Bernard Arnault va vous appeler. Bernard Arnault qui. En général, il aime bien ces business models-là. Je sais pas pourquoi il s'est pas encore posé la question de. Je crois qu'il a une entreprise en fait de vente directe qui s'appelle Capitaine Tortue, me semble-t-il. Ah ouais, ça je connaissais pas. On va creuser tout ça. Si on parle vu qu'on est dans l'activité de la... Non, vas-y. Ah non, vas-y, non, c'était juste par rapport au groupe en fait, c'est donc les sièges en fait, c'est en Allemagne, c'est ça. Et ensuite la France, c'est quoi? C'est le deuxième pays, c'est le deuxième pays. Alors pour Thermomix, c'est le deuxième pays. Après l'Allemagne? Ouais. Et pour Cobalt, on doit être le 4e ou le 5e pays. D'accord. Et on lisait que la filiale française a quand même un poids important, on va dire stratégique au sein du groupe. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations par rapport à ça? Oui, alors c'est vrai que je vous disais tout à l'heure, nos actionnaires en fait sont francophiles. C'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est qu'ils sont bien conscients que la cuisine est française et pas allemande. Puis très bien. Est-ce qu'ils vont aimer ces propos-là? Non, mais si vous leur posez la question, ils le diraient de la même manière. Ouais, bon, je pense qu'on sera tous d'accord. On parlait du Covid un petit tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment la crise actuelle du Covid a impacté votre activité? Tu peux
nous expliquer? Alors vous imaginez le 16 mars en fait quand on apprend que on va devoir fermer. Puisque notre activité elle est purement physique, hein, donc on va plus pouvoir rencontrer de gens. C'est clair. On a le sentiment un peu d'être au bord d'une falaise, hein, quand même, en se disant comment est-ce que les choses vont se passer. En 15 jours, en fait, on a pivoté, donc on a proposé en fait cette fameuse démonstration virtuelle. Donc c'est une idée née pendant les confinements, grâce au confinement. Ça n'existait pas du tout avant la vente virtuelle. Ouais. Non. Et en fait, en 15 jours, on forme 9000 personnes à réaliser ce type de vente. Formés à distance. À distance, avec des ateliers, assez sympathiques. On a essayé de mettre beaucoup d'émotions positives, en fait, dans tout ce qu'on faisait. On a essayé aussi d'embarquer parce que, forcément, le niveau technologique des uns et des autres n'a rien à voir. Voilà, on a parmi... Tu parlais du vendeur de 80 ans tout à l'heure. Exactement. On a un peu plus de mal à se mettre à ces outils. C'est ça. Vous utilisez quel techno pour faire on a fait vraiment, du très simple, rien de très compliqué. On utilise WhatsApp en fait, WhatsApp, hein, des plus simples, principalement. Ouais. Et puis effectivement, on fait de la visioconférence à 4 ou 5. Ouais. En 15 jours, je dirais que 40% de l'effectif a adhéré sur les 9000 personnes, et ces 40% se sont mis au travail. Et c'est vrai que la première semaine, je vais vous donner un chiffre. La première semaine, on comptait... pendant 2 semaines, 0 vente, quoi. C'est exactement. Zéro. Chiffre d'affaires 0. Donc là, vous avez que des coûts qui tombent dans le PNL, rien d'autre. Hein, ça fait un petit peu transpirer. Ouais. Et puis, la troisième semaine, en fait, on comptait vendre 150 appareils et on en vend un peu plus de 1700. Voilà, grâce aux ateliers culinaires. Voilà. C'est sûr que la bonne nouvelle en face, c'est qu'il y a de la demande. Enfin, les gens sont à la maison, ils ont du temps, ils veulent se remettre en cuisine. Donc là, ça crée une énorme opportunité pour Vorwerk. Et ce qui est bien, c'est que vous avez été agile. Il faut être agile pour justement répondre à cette demande-là sur un temps, et malheureusement, ça va peut-être revenir. Ouais. Et ça, c'était une décision au niveau global du groupe, ou c'était la France qui était plus... En fait, chaque pays est très indépendant ou très autonome. Donc, il y a d'autres pays qui ont suivi cette même voie. C'est le cas, par exemple, de l'Italie et de l'Espagne. Donc, on a échangé avec eux aussi pour voir comment ils souhaitaient procéder. Et puis, l'Allemagne, par exemple, a choisi une autre voie, la Chine aussi, enfin voilà. Ah, la Chine, on n'a pas parlé de la Chine. C'est un gros marché pour vous, la Chine? C'est un très gros marché. Ah ouais. Et c'est un marché qui croît très très vite. Et les fonctionnalités sont les mêmes, où il y a les produits, c'est les mêmes. Oui, tout à fait. Et attends, chose originale, les Thermomix que tu vends en Chine, ils sont fabriqués en France. Alors, ça l'était jusqu'à très peu de temps là. Je pense que j'ai pas vérifié encore, mais normalement il devrait y avoir une première chaîne qui démarre en Chine pour éviter, vous savez, les transports. Etc. Oui, même pour l'impact carbone il sera meilleur. Cette vente en ligne qui a été mise en place, c'est une vente en ligne qui a été mise en place pendant le Covid. Est-ce qu'après le Covid ça s'est maintenu? Enfin, quel poids du chiffre d'affaires elle a aujourd'hui? Elle a eu pendant la crise d'abord et elle a aujourd'hui? Pendant la crise, 100%. 100%, voilà, forcément, vraiment. Jusqu'au 11 mai. Ouais. Et puis après le 11 mai, ça a varié. Je vous dirais aujourd'hui, ça s'est stabilisé à 30%. Ah, donc c'est pas négligeable. Non, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin parce que c'est toujours une question de formation, en fait. Bien sûr. En permanence. Quand vous avez un effectif de 9000 personnes, il faut effectivement rafraîchir ça. Finalement, c'est quelque chose qui va devenir, qui va rentrer un peu dans votre ADN par la suite, en fait. Exactement. Et comme ça se marie très très bien avec les réseaux sociaux, c'est une expérience très intéressante pour nous. Ce pivot-là, on l'aurait pas fait sans la crise. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ça c'est la bonne, on va dire, les côtés positifs de la crise, c'est que il y a plein de business, d'activités qui se sont réinventés pour des choses qui vont rester dans la durée après. C'est ça. Ouais, chouette. On va rentrer dans la partie avenir. Les enjeux pour la suite, quels sont pour toi les challenges pour Thermomix dans les années à venir? Comment tu imagines Thermomix dans 5 à 10 ans? Alors, le premier sujet pour nous, c'est clairement d'aller plus dans de la rencontre physique. Alors, vous me direz, ça tombe mal en ce moment avec le Covid. Qui revient. Ouais, mais en fait, on a envie d'être présent plus proche de nos clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment dans les centres urbains, on va se développer effectivement les stores. Les boutiques, ouais. Voilà, on a développé aussi le format pop-up. Donc on a des magasins éphémères dans les grandes galeries commerciales et ça marche très bien. Ouais. On a le souhait aussi d'utiliser nos agences, les agences dont on dispose aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est qu'une agence? Je sais pas ce que c'est. Ça pourrait ressembler à une agence bancaire.
200 mètres carrés. On en a 80 en France aujourd'hui. Ces agences, elles servent en fait principalement à la formation des conseillers. D'accord. Et c'est pas ouvert au public. Exactement. C'est la différence avec une boutique. Très très peu ouvert au public. Et on voudrait justement le transformer en lieu de vie, on va dire, en lieu d'expérience. Ça, c'est pas dans les centres-villes, c'est plutôt en périphérie. Ouais, d'accord. Exactement. Qui sert donc à la fois à la formation des conseillers, mais aussi à un nouveau point de contact avec les publics, quoi. Tout à fait. Super. Ça, c'est un vrai changement par rapport à les stratégies on se retrouve que chez vous pour une séance de démonstration. Voilà, parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'on avait 50% des clients qui souhaitaient nous découvrir à l'extérieur de chez eux. Oui. Donc on se dit comment est-ce qu'on peut répondre effectivement à ce besoin-là. Bien sûr. Parce que quand on pense, si tu me dis que vous avez une pénétration des 13%, donc parmi ces 87% qui n'ont pas encore un robot, il y a différents profils avec différentes envies et il faut s'adapter à chaque consommateur. Exactement. Segment, ouais. Exactement. Et sur le produit, dans l'avenir, si on parle un peu science-fiction... Ah ouais, ça m'intéresse. On voit l'évolution, c'est un outil qui sait tout faire. Qu'est-ce qu'il va faire le prochain Thermomix ? Il sort quand le prochain d'ailleurs ? Ah bah il va... C'est quand la prochaine keynote de Pierre-Yves ? Ah oui, alors tout ça bien sûr est très confidentiel parce que ça tombe bien, personne t'écoute. Voilà, on touche à la recherche et le développement de l'entreprise et puis à ce qui va surprendre aussi le marché dans les années qui viennent. Mais je suis sûr que tu as des trucs à nous dire déjà. Non, mais dans les choses que je peux mentionner au-delà de l'appareil, parce que je vais avoir faire taper dessus par tes équipes. Ouais, forcément, et puis par mes patrons et tout ça, c'est pas bien. Non, en deux mots, peut-être deux choses. D'abord, il y a un produit qu'on a mis entre les mains de nos conseillers. L'info est un petit peu public maintenant, qui s'appelle le Thermomix Friend. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait les Thermomix? Alors Thermomix Friend, c'est l'espèce de petit frère en fait du Thermomix, qui permet de faire de la cuisine en parallèle. Ça veut dire? Alors, petit jeu, c'est quelque part un deuxième socle avec un deuxième bol. D'accord, qui est interconnecté avec le premier appareil, voilà. Et vous pouvez préparer finalement un repas en 20 minutes au lieu de 40, quoi, si je résume. Est-ce qu'on peut doubler d'accord. Exactement, et vous pouvez faire par exemple une crème au chocolat dans l'un et puis votre risotto dans l'autre, par exemple. Mais même aujourd'hui, je regardais une vidéo d'une dame qui faisait une démonstration de Thermomix et je pense qu'elle a fait un plat qui était un risotto avec un poisson cuit à la vapeur et de l'épinard aussi cuit à la vapeur. Et elle a fait tout ça en parallèle en même temps. Donc on peut déjà aujourd'hui faire un plat complet, on va dire, ou même un très plat avec un seul appareil. Oui, c'est tout à fait exact. Ça nous permet, les freins nous permet juste de gagner du temps, accélérer ou avoir encore une capacité supplémentaire pour faire encore une autre chose. Exactement. Ouais, c'est la limite de l'appareil multifonction, c'est qu'on est toujours limité par le fait qu'il y en a qu'un seul qui tourne, une seule fonction qui tourne en même temps. C'est ça. Chouette ça. Et la vente de cette, ça marche bien. Les gens ils sont demandeurs de ces. Alors pour l'instant on l'a pas. C'est un test. On est en train de le tester. Il sera pas commercialisé tout de suite. D'accord. Et puis il y a une autre piste que je peux vous donner, c'est qu'effectivement on s'intéresse très sérieusement à la deuxième main. À la deuxième. Oui, c'est ça, à l'occasion. Créer une vraie plateforme. Ça, c'est important. Ça, c'est bien. Et par rapport au contenu, la partie recette, parce que ça, c'est aussi, je suppose, une axe de développement. J'ai discuté avec un pote qui habite aux US et qui bosse pour une start-up américaine, avec des recettes, ils vendent des recettes à des acteurs comme vous, et il parlait d'une nouvelle technologie, c'est des frigos connectés, qu'avec un caméra, il identifie ce qu'il y a à l'intérieur du frigo. Quand je parlais de science-fiction tout à l'heure, des trucs qui vont encore plus loin dans l'accompagnement. Et ces frigos connectés, à la limite connecter à son Thermomix pour dire voilà, il te reste 3 courgettes, 2 tomates, on te propose ça. Est-ce qu'il y a des développements dans ces sens-là aussi? Alors oui, bien sûr, mais ça, j'allais dire, on est dans l'histoire de la maison connectée, en fait. Ouais, la domotique. Voilà, exactement. Et là, il y a bien sûr plein de choses qui vont venir, c'est clair. Peut-être pour vous mettre l'eau à la bouche, deux choses. La première, c'est que je vous parlais de Netflix tout à l'heure. Ouais. En fait, bientôt, très bientôt, on va pouvoir avoir des conseils en fait de recettes sur le Thermomix. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous cuisinez, en fonction de ce que l'ensemble de la population des utilisateurs cuisine, des recommandations. Exactement. On va vous proposer en fait les recettes qui vous conviendraient entre guillemets le mieux.
Des choses par rapport à mes habitudes de exactement. cuisine. Tu disais tout à l'heure, grâce à toutes les informations que vous collectez sur l'usage du consommateur. Exactement. Et donc on sait que si un autre utilisateur avec un profil un peu similaire au tien cuisine la même chose aime en plus une nouvelle recette, on lui suggère. Exactement. Ouais, c'est le Google. Enfin, c'est plus le Google que le Netflix d'ailleurs. C'est vraiment une intelligence. Et Netflix le fait aussi. Ouais. Nous, on est, comme je t'ai montré quand tu es arrivé, on est au sein d'un incubateur à Paris qui s'appelle les Smart Food Paris. Donc on est entouré des startups de la food tech. Quelle est votre relation avec ces startups-là? Vous êtes active auprès de cette communauté? Vous gardez une certaine distance? Comment vous travaillez avec les startups? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, des fondateurs des startups qui nous écoutent. Je pense qu'ils seront curieux de savoir quelle est la relation du groupe avec en fait, on est passionné par ce que vous faites. Ah oui, parce que c'est forcément, à la fois innovant et puis à la fois inspirant pour nous. Il y a eu dans le passé, alors oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le groupe a aussi ce qu'on pourrait appeler un VC en fait en interne. D'accord. Vous investissez dans les startups. Voilà. On a racheté il y a quelques années en arrière HelloFresh. Je sais pas si ça vous parle. Bien sûr, si. C'est de livraison de panier recettes. Exactement. Et l'idée était un peu la tienne, finalement, Philibert, c'est-à-dire d'interconnecter l'appareil avec une livraison. Ce que j'allais dire, c'est que pour moi, l'étape d'après, c'est que l'appareil fait ses courses. Exactement. C'est comme les Amazon qui sont trucs, là, les Dash, tu appuies sur un bouton et tu reçois ton produit. Je savais pas du tout. HelloFresh appartient à Vorvec. Alors oui, on a toujours une participation. Je saurais plus dire à quelle hauteur, mais. Ah oui, c'est une participation, c'est pas, bien sûr. Et donc, donc, en fait, il y a est-ce que je pourrais savoir un panier, par exemple, si moi j'ai une Thermomix à la maison, il y a un panier spécifique pour ceux qui ont une Thermomix ou non? C'est les mêmes types de recettes qui est appliqué à... Alors, je suis pas sûr d'avoir suivi. Pardon. Je t'en prie. Si moi je suis un consommateur qui a un Thermomix à la maison, j'aurai accès à un certain type de recettes au sein de HelloFresh qui sont pas disponibles à d'autres consommateurs parce que je sais pas, les modes de cuisson est pas pareil. En fait, l'idée elle est toute simple, c'est de se dire, je sélectionne par exemple pour ma semaine les recettes que j'ai envie de cuisiner. Et sur cette base-là, je suis capable de transmettre l'information à quelqu'un qui va venir m'apporter en fait les ingrédients. Exactement. Et les recettes ont été conçues pour être réalisées sur un Thermomix. Ouais, exactement. D'accord. Super. Intéressant. On arrive à la fin. À la fin, voilà, avec des questions plus personnelles. Tu disais que tu as écouté certains de nos épisodes, ça nous fait plaisir. Donc peut-être que tu connais déjà les questions. La première question, c'est quel a été ton plus gros échec apprentissage avec Vorvec, Thermomix depuis ton arrivée, et ta plus grande fierté réussite? Le plus grand apprentissage, je vais commencer par ça, après je parlerai d'échecs. Le plus grand apprentissage, c'est clairement que faire les choses différemment en matière de business, ça paye. Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui rêvent en fait de copier je ne sais quel producteur, etc. Ça ne marche pas en fait. Ce qui marche, c'est de tracer une voie stratégique qui soit unique et qui fasse qu'à la fin on gagne. C'est que tu faisais référence au Blue Ocean avant. Exactement. D'accord. Et vraiment, alors ça, c'est quelque chose que j'emporterai avec moi où que j'aille dans ma vie, parce que je pense que c'est même une règle de vie en général. C'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs aujourd'hui avec le Covid, on est incité à faire tout comme les autres, et puis c'est pas forcément très très bon pour la vie en général. Et puis la deuxième apprentissage sur mon plus gros échec. J'ai appris beaucoup en Angleterre. Sur les réseaux sociaux. de Vorvec en Angleterre. Ouais. Alors là, on a testé des choses assez invraisemblables. On a connu pas mal d'échecs. Tu peux nous parler d'un en particulier? Ouais, par exemple, j'ai créé en fait la première boutique à Londres. D'accord. Cette boutique, il faut comprendre que le taux de notoriété en France n'a rien à voir avec le taux de notoriété en Angleterre, de la marque Vorvec. Ouais, Thermomix. Donc c'est comme si vous créiez en fait une boutique avec zéro brand name. Ouais. Bon, ça a été très dur. Ah bon. Elle était où? Elle était au centre de Londres. Elle est en fait. Elle est toujours là, la boutique. Elle est toujours là, à Kensington. Mais elle a pas été rentabilisée en un mois et demi. Non. Alors, j'ai rebondi là-dessus. Justement en réintroduisant la vente directe à l'intérieur de cette boutique. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait maintenant des démonstrations en permanence en fait. C'est devenu un espèce d'endroit où on fait des shows culinaires et ça marche à peu près. Je vous dirais pas que j'ai rentabilisé mon loyer, pas du tout. À Londres. Ouais. Mais en tout cas j'ai appris des choses quoi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ta plus grande fierté réussite depuis que tu es dans les groupes? Je suis obligé de revenir un petit peu en arrière. Je suis revenu là il y a un an en France
c'est vrai que le groupe en France, quand même pendant 1 ou 2 ans, avait connu des années un peu plus difficiles. Et là, on était dans une situation un petit peu de retournement. Au début, je vais être honnête, c'était un petit peu stressant. Et puis, on a remonté une équipe, on a remis de l'énergie, on est en train de transformer la culture un petit peu de la société en France. Et ça va vous paraître bizarre ce que je vais dire, mais je pense que le Covid finalement nous a amené, en tout cas cette crise sanitaire nous a amené à aller plus vite et à être plus rapide. Ouais. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc ça, si j'ai une fierté finalement, c'est celle-là, c'est de se dire j'emmène une équipe de gens motivés. On est en train de refaire de la croissance de manière significative. Ça me fait très plaisir. Voilà. On a une autre question rituelle dans le podcast, c'est quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ou à un dirigeant dans la bouffe? Je crois que le sujet, en fait, c'est le sujet de l'inspiration. C'est-à-dire que si on regarde un peu ce que c'est que finalement faire une recette ou cuisiner, il y a un cuisinier, il y a des ingrédients, et puis il y a des outils de toutes sortes pour faire à manger. Ce qui fait la différence, c'est ce que le cuisinier en fait apporte en termes d'état d'esprit. On a par exemple un chef étoilé avec qui on travaille régulièrement, qui s'appelle Éric Guérin, qui travaille à Mar aux Oiseaux, c'est pas très loin de Nantes. Et on se rencontre en fait régulièrement pour parler tendance. Il est très 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 vert. Il a tout compris, je pense, bien avant beaucoup de monde. Et il a saisi notamment que si on voulait en fait bien manger, faire de la bonne bouffe, il fallait faire attention aux ingrédients qu'on mettait dans l'assiette. Il fallait traiter éventuellement toutes tous les animaux qu'on mettait dans l'assiette aussi avec beaucoup de bienveillance. Bien-être animal. Exactement. Faire attention à la manière dont on traite aussi son client. Moi, c'est ça que j'adore en fait. C'est quand on est à la croisée de ces chemins-là et qu'on fait ce qu'on appellerait le bien autour de soi. Hein, ça paye. Ça finit toujours par payer. Exactement. Et il y a peut-être un deuxième conseil qu'on n'a pas donné, mais je pense qu'en écoutant cette podcast, ça peut inspirer beaucoup d'entrepreneurs. C'est vraiment la vente directe. Je pense que c'est. Tu nous en as fait la démonstration. Ouais, on voit beaucoup de nouveaux business models qui émergent. On voit très peu, voire rien autour de la vente directe. Comme tu disais, c'est un métier à part. Pour les construire, ça met du temps, c'est pas facile. Mais c'est vrai que pour certains produits, ça peut être adapté. Ouais. On en a vu les bénéfices marketing et financiers. Voilà. Oui, je pense que le sujet, c'est d'avoir un produit dont on peut faire la démonstration. Et finalement, des produits dont on peut faire la démonstration, il y en a. Le sujet est large. Beaucoup. Énormément. On est d'accord. Dernière question, c'est notre petit cadeau pour les éditeurs qui arrivent jusqu'au bout du podcast. C'est les bons plans bouffe à partager. Ça peut être un resto, des endroits que tu aimes beaucoup à Nantes, par exemple. Mais sinon, un livre, un podcast, une série, un film, quelque chose qui t'a inspiré récemment dans l'univers de la bonne bouffe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tu peux citer dans les restos. Bouffe, hein, ouais, non mais ça nous fait plaisir toujours. Non, c'était très intéressant effectivement de vous écouter. Il y a un podcast que j'aime bien qui s'appelle Business Wars. Et il y a un épisode aussi Coca sur Pepsi, non? Voilà, il y a pas mal d'épisodes en fait sur la bouffe qui sont très enfin moi j'aime beaucoup. Toi t'écoutes des podcasts ça? Ah j'adore. J'adore le matin dans la voiture, je fais ça tout le temps. Ah super. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire? Alors dans les bonnes adresses à Nantes, il y a clairement l'Atlantide. Voilà, qui est un très beau resto qui vous donne en plus une vue magnifique sur la Loire. Parce qu'on l'a pas dit, hein, mais le siège de Vorwerk France est à Nantes. Exactement. Le manoir de la Régate aussi à Nantes, qui est très très bon. Et puis dans les bouquins qui m'ont inspiré, non mais je vais vous parler de livres de recettes Thermomix, c'est pas bien. J'arrête. Vous allez m'en vouloir. Jusqu'au bout. Écoute Pierre-Yves, merci beaucoup. Merci, c'était un grand plaisir. À très bientôt. Merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le